C'est une reconnaissance internationale qui vient consacrer 4 années de travail de l'instance en charge de la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme a été accrédité au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Délivré par le sous-comité en charge de l'évaluation des institutions nationales des droits de l'homme pour sa conformité aux normes internationales, cette accréditation a été rendue publique ce lundi à Genève en Suisse par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Une satisfaction pour la présidente de l'institution. J'accueille ça avec une très grande satisfaction. Désormais, le Conseil national des droits de l'homme va prendre part de plein droit à toutes les réunions aux Nations Unies, à New York, à Genève. Dernier niveau d'évaluation des institutions en charge des droits de l'homme par l'Organisation des Nations Unies, le statut A obtenu par le CNDHCI est le fruit du respect de certains principes clés. Pour être accrédité, il faut avoir une bonne loi qui est conforme aux principes de Paris ou à la résolution des Nations Unies qui initie les institutions nationales des droits de l'homme. Il faut avoir l'indépendance, il faut avoir l'autonomie financière et il faut que l'institution marque un dynamisme continu sur le terrain au bénéfice des populations. Avec ce statut, la Côte d'Ivoire pourra désormais prendre part aux rencontres internationales et régionales, exécuter des missions officielles des Nations Unies, appartenir à l'Alliance mondiale des institutions des droits de l'homme, de nouvelles responsabilités que le Conseil est prêt à assumer. On est suffisamment outillés parce que les personnes qui animent l'institution sont rompues à la thématique. Nous avons des personnalités à compétences plurielles qui planchent sur tous les cas de violation, tous les cas d'atteinte aux droits de l'homme pour lesquels nous sommes saisis. Et c'est avec efficacité que nous donnons suite aux saisines des populations. Construire un institut de formation conforme aux principes internationaux pour faire de la Côte d'Ivoire le carrefour des droits de l'homme, tel est aujourd'hui le principal projet du Conseil national des droits de l'homme. Pour améliorer les performances des sociétés d'État, une formation est initiée à l'intention des administrateurs et dirigeants d'entreprises publiques. Pour cette séance, 22 auditeurs sont conviés par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Institut marocain des administrateurs. L'idée, c'est de mettre les administrateurs en situation réelle de gouvernance. Donc, ils ont eu beaucoup de formations sur le cadre théorique et maintenant, l'idée, c'est de les mettre en situation de cas pratique pour qu'ils puissent se rendre compte de la vraie vie quotidienne de la gouvernance. Pour les apprenants, c'est une aubaine pour être plus efficaces dans leurs tâches. On voit qu'à tout moment, on peut adapter la gouvernance en fonction des spécificités de l'entreprise que nous représentons, que ce soit les actionnaires qu'on représente dans les différentes entreprises. Nous, en tant que directeurs, nous faisons partie de la gouvernance du directeur général. Et il est bon de savoir ce que le conseil d'administration attend de la direction générale pour apporter notre contribution à l'amélioration de la gestion de l'entreprise. Il est toujours mieux d'apprendre de l'expérience des autres. Et je pense que chacun des participants a tiré quelques éléments, n'est-ce pas, de tout ce qui a été appris pour nous permettre d'aller de l'avant. C'est pas évident de se connaître en tant qu'administrateur et PCA, de connaître les limites des pouvoirs que nous incarnons. Ici, nous sommes venus apprendre quelles sont nos limites et quelles sont les relations d'interdépendance entre la direction générale et le pouvoir de contrôle que représente le conseil d'administration. Créé en 2013 par la volonté d'un groupe de dirigeants d'entreprises et d'organisations professionnelles, l'INATSI entend mettre en place un mécanisme de partage de bonnes pratiques de gouvernance et de responsabilité sociétale des entreprises. Il se veut un instrument efficace de renforcement de capacités en matière de bonne gouvernance. C'est à la salle de conférence du Conseil national des droits de l'homme qu'ils se sont donné rendez-vous ce mardi matin pour faire entendre leur voix. Les membres de l'Association nationale des sourds plaident pour la reconnaissance de la langue des signes en Côte d'Ivoire. Nous voudrions appeler toutes les autorités ivoiriennes
à la reconnaissance officielle de la langue des signes utilisée en Côte d'Ivoire. Cela est d'autant plus important pour nous que nous avons plus d'une centaine de milliers de sourds en Côte d'Ivoire. Présent à cette séance de plaidoirie, Raphaël Dogo, président de la Fédération des associations pour la promotion des personnes en situation de handicap, décline les étapes à suivre pour y arriver. La première chose qu'il faut faire d'abord, c'est de pouvoir définir une langue des signes ivoirienne. Parce qu'en Côte d'Ivoire subsistent plusieurs langues. Il y a la langue des signes française, la langue des signes américaine, et puis les Ivoiriens ont fabriqué eux-mêmes un certain nombre de patois, des choses qu'ils vont eux-mêmes inventer. Il faut formaliser tout ça, et à partir des travaux qui sont déjà dans les tiroirs, et sortir une langue des signes ivoirienne. Une fois que cette langue elle est sortie, alors elle fera l'objet, n'est-ce pas, d'un décret d'habilitation. Pour l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire, cette reconnaissance permettra à cette catégorie de personnes d'avoir accès aux soins et à l'éducation. Quelques jours après la décision de la FIFA d'installer un comité de normalisation à la maison de vin de Treichville, les réactions fusent de partout. Yo Martial, entraîneur victorieux de la CAN 92 avec les éléphants, appelle au calme afin que le football ivoirien reprenne de plus belle. Il serait mieux qu'on accepte de se réunir et puis de mettre en place les choses qui permettent à tout le monde de pouvoir se présenter. À la maison de verre, à l'issue d'une réunion entre les membres du bureau exécutif sortant, il a été décidé de saisir le TAS afin d'invalider la décision de la FIFA. Nos juristes ont été informés. Ils sont en train d'étudier le dossier dans tous les sens et faire en sorte que la solution la meilleure soit trouvée. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons compléter notre dossier de la saisine du TAS déjà déposé avec une deuxième saisine. Le foot ivoirien, sous administration provisoire, les présidents des clubs et les joueurs du championnat national se posent de nombreuses questions quant à l'issue de cette crise. Aujourd'hui, c'est le football qui perd. Depuis le mois de mars, depuis le Covid-19 qui a arrêté notre championnat, et depuis moi en tant que président du club, j'entretiens mes athlètes, mes employés depuis le mois de mars jusqu'à ce jour, et c'est un coût énorme sans compensation. Lancé en août 2020, le processus électoral à la FIF a été gelé par la FIFA pour mésentente au sein de la commission électorale avant que des auditions n'interviennent. Dernier acte de ce long feuilleton, la mise en place d'un comité de normalisation par la FIFA pour réorganiser le processus électoral à travers la révision des statuts et du code électoral de la Fédération ivoirienne de football. Les dirigeants de l'UE ont signé aujourd'hui l'accord post-Brexit conclu avec Londres pour encadrer la rupture historique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et son homologue du Conseil, l'institution représentant les États membres, Charles Michel, ont paraphé ces documents qui devaient ensuite être acheminés à Londres. Le texte de 1246 pages conclu la veille de Noël pour éviter le chaos d'un no deal doit également être signé dans la journée par Boris Johnson et examiné par le Parlement britannique où son adoption ne fait guère de doute vu la majorité dont dispose le gouvernement du Premier ministre conservateur à la Chambre des communes. Après le feu vert des 27 en début de semaine, cette étape va permettre à l'accord d'entrer en vigueur jeudi à 23h à Londres et GMT minuit à Bruxelles. Une application toutefois provisoire en attendant le vote des eurodéputés dont l'approbation est nécessaire à la ratification qui n'interviendra qu'au premier trimestre 2021. Après 47 ans d'intégration européenne et 4 ans et demi de déchirement, suivant le référendum du Brexit, le Royaume-Uni, sorti formellement de l'Union européenne le 31 janvier dernier, va cesser d'appliquer les règles européennes. Il va quitter le marché unique européen, l'union douanière et le programme d'échange d'étudiants Erasmus.